Au Moyen Âge, les hivers étaient cruels et longs, les gelées s'immisçaient sous la peau, les congères bloquaient les routes, et la vie extérieure ralentissait au minimum. Imaginez un sombre village médiéval au milieu de janvier. La plupart des gens restent chez eux près d'un petit feu et tentent de se maintenir au chaud. Et maintenant, imaginons un voyageur fatigué qu'une tempête de neige a surpris en chemin. Où se réfugiera-t-il face aux intempéries? Justement, l'auberge médiévale, la taverne ou l'hostellerie étaient en de tels moments un refuge salvateur. Ces auberges étaient vraiment le cœur battant des communautés médiévales où les gens se réunissaient pour se réchauffer, manger, boire et traverser ensemble les longues soirées d'hiver. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les auberges médiévales fonctionnaient pendant les mois d'hiver et de quoi elles devaient pourvoir leurs hôtes au milieu des gelées. Nous révélerons comment se chauffaient les sombres chambres et quelles astuces ingénieuses les gens utilisaient pour se réchauffer. Nous jetterons un œil sur le menu des auberges de l'époque et vous serez surpris par les plats et boissons hivernaux qui étaient servis. Vous serez peut-être content de manger aujourd'hui quelque chose de complètement différent. Nous découvrirons aussi comment les hôtes se divertissaient pendant les longues nuits d'hiver, quels jeux ils jouaient et quelle atmosphère créaient dans les tavernes les bardes ou conteurs ambulants. Et enfin, nous dévoilerons quels vices étaient en liés aux auberges et comment l'Église et l'autorité tentaient de les tenir en bride. Dans un instant, nous révélerons la première de nombreuses surprises. Combien il était difficile de simplement arriver à l'auberge en hiver et pourquoi les hostelleries étaient pour l'homme médiéval presque une question de survie. L'hiver était pour voyager au Moyen Âge la période la plus redoutée. Les routes s'ensevelies sous la neige, la terre gelée et les jours courts. Tout cela rendait même un court pèlerinage une entreprise risquée. La plupart des paysans restaient en hiver dans leur village, se consacraient plutôt aux travaux domestiques et aux soins de l'exploitation, et ne partirent pas pour de longs voyages. Si quelqu'un devait absolument voyager, par exemple un marchand, un messager ou un pèlerin se dirigeant vers un monastère lointain, il pesait soigneusement par où et à quelle vitesse il pouvait cheminer. Les jours étaient courts en hiver. Il fallait utiliser la lumière au maximum, et à l'arrivée du crépuscule plutôt se trouvait un gîte sûr. 5 milles avant la tombée de la nuit en hiver signifiait qu'il n'était pas censé d'essayer d'aller plus loin, comme le rapportent les expériences d'époque des voyageurs. Quand l'après-midi approchait, et que le prochain village avec une auberge n'était pas en vue, le voyageur raisonnable préférait rester là où il se trouvait, plutôt que de risquer que la nuit le surprenne en chemin, dans le gel et l'obscurité. Les possibilités de logement n'étaient pas nombreuses. Les nobles et riches marchands pouvaient éventuellement demander asile dans quelque demeure seigneuriale en chemin, mais le pèlerin ordinaire devait compter sur l'hospitalité d'étrangers, de monastères ou justement d'auberges. L'hospitalité traditionnelle était fortement enracinée au haut Moyen Âge. À la campagne, il était presque considéré comme un péché de refuser un abri aux voyageurs. Les anciennes sagas nordiques et les lois anglo-saxonnes mentionnent même que refuser un voyageur à sa porte était un péché, et l'hôte avait l'obligation d'accueillir l'invité et de lui offrir le meilleur qu'il avait à manger et à boire. Mais cette bienveillante tradition avait ses limites. Elle fonctionnait surtout dans les régions peu peuplées et pour les pèlerins individuels. Avec le développement du commerce et les voyages plus fréquents à partir du XIIIe siècle, commencèrent à apparaître aussi des auberges et hostelleries commerciales justement pour les besoins des voyageurs. Dans toute l'Europe croissait ainsi au haut Moyen Âge le nombre d'auberges de passage. L'hostellerie, à la différence de la simple taverne villageoise, offrait non seulement des boissons et de la nourriture, mais aussi le gîte et s'occupait des chevaux. Le long des principales routes commerciales se dressaient les auberges de passage à des distances d'environ une journée de marche, les unes des autres. Le voyageur savait que par beau temps, il arriverait le soir à la prochaine enseigne modestement éclairée, ou plutôt à la botte de paille au-dessus de l'entrée. Justement, un fagot de paille, suspendu au-dessus des portes, était au Moyen Âge le signe général de l'auberge. Il signifiait qu'on y tirait de la bière et qu'on y accueillait l'hôte. Après tout, le mot auberge est lié à l'hospitalité, c'est-à-dire à la fourniture d'un refuge et de soins. Et en hiver, il s'agissait de soins littéralement vitaux.
Voyager dans le paysage hivernal cachait de nombreux dangers. Outre le gel et les congères, menaçaient aussi les brigands, qui profitaient du fait que les voyageurs dans les congères ne pouvaient ni fuir rapidement, ni se défendre. On voyageait donc souvent en groupe. Plusieurs marchands ou pèlerins préféraient se regrouper en petites caravanes, qui se protégeaient mutuellement et s'aidaient à dégager les charrettes enlisées dans la neige. Pourtant parfois il ne restait qu'à compter sur le lieu habité le plus proche. Tous les villages n'avaient pas d'auberge. Les petites localités n'offraient souvent aucune hospitalité officielle. En tel cas, le voyageur pouvait essayer de s'arranger avec la chaumière la plus proche pour dormir près du feu sur un banc en échange peut-être d'un peu d'argent ou d'aide. Mais les gens ne connaissaient pas les étrangers, et souvent en avaient peur. Le dicton médiéval dit « L'étranger n'est pas notre homme ». Chacun de la ville voisine était considéré comme suspect, et l'arrivant d'un autre pays peut être carrément comme un extraterrestre ou créature étrange. C'est pourquoi les auberges officielles étaient ainsi importantes. Elles fournissaient un terrain neutre où l'étranger pouvait poser la tête sans suspicion. L'hostellerie au milieu de l'hiver n'était donc pas juste un arrêt agréable, mais souvent la seule possibilité de survivre à la nuit. Surtout en pays inconnu, l'enseigne lumineuse de l'auberge était comme un phare dans la mer de sombres forêts et congères. Derrière les portes d'une telle hostellerie attendait l'abri tant désiré, chaleur, sécheresse, nourriture et compagnie humaine. Le voyageur arrivé après une journée entière à patauger dans la neige pouvait enfin ôter son manteau transi et réchauffer ses doigts gelés près du feu qui flambe. Dans un instant, nous révélerons à quoi ressemblait l'intérieur d'une telle auberge hivernale. Dès que nous franchirons le seuil, nous accueillera un environnement qui était un mélange de fumée, de chaleur et de vie. Allons donc plus loin et examinons de près la taverne médiévale. Imaginons que nous nous trouvons devant une auberge dans un village hivernal vers l'an 1400. Dehors il fait déjà nuit, la neige voltige et un vent âpre s'appuie contre les murs de bois du bâtiment. À travers les volets filtre une faible lumière rougeâtre. Nous ouvrons prudemment les lourdes portes de bois, clouées de clous métalliques pour résister aux assauts du vent. Et dès que nous entrons, nous sentons une bouffée d'air chaud mélangée à l'odeur de fumée, de bière et d'épices. Nous sommes à l'intérieur d'une auberge médiévale en hiver. La pièce principale, appelée salle de débit ou taverne, est une spacieuse chambre avec un sol d'argile tassée. Dès l'entrée, nous remarquons que sur le sol est étendue de la paille ou des roseaux secs. D'une part, cela aide à isoler de la terre froide, mais aussi cela retient la boue et la neige que les hôtes répandent à l'intérieur avec leurs chaussures. Autour des murs se dressent plusieurs tables de bois massives et des bancs. Ils sont simples, mais solidement travaillés, pour résister aux traitements rudes, car sur un banc s'assoient souvent 4 solides paysans en pourpoint de cuir. Les murs de l'auberge sont d'ordinaire en rondins de poutres, éventuellement de briques non cuites ou de pierre, et de l'intérieur sombre de suie. Les poutres du plafond sont noircies par la fumée après de longues années de chauffage. Elles créent au-dessus des têtes comme un sombre dais, duquel pend çà et là une toile d'araignée. Le point central de la pièce, son cœur, est le foyer, qui fournit lumière et chaleur. Dans les auberges plus anciennes et rurales, il peut s'agir d'un foyer ouvert directement au milieu de la chambre. Les flammes dansent dans un cercle de pierre sur le sol, et des étincelles s'envolent dans toutes les directions. Au-dessus du foyer, il y a dans le toit une ouverture ou cheminée, par laquelle s'échappe une partie de la fumée dehors, chaque fois qu'une rafale de vent souffle à travers le toit. Cependant, les volutes de fumée descendent et piquent les yeux des gens assis. Les hostelleries plus récentes et plus riches, surtout à partir du XIIIe siècle, sont déjà équipées d'une cheminée maçonnée ou de plusieurs cheminées. Dans le mur de pierre ou de briques brûle un feu délimité par un foyer, et la fumée s'évacue par une invention moderne, la cheminée. Les cheminées fonctionnelles apparurent dès le XIIe siècle, mais se répandirent rapidement aussi dans les auberges, car elles signifiaient un énorme soulagement. La fumée ne devait plus rester à l'intérieur de la pièce. Grâce aux cheminées, on pouvait chauffer plus intensément et plus sûrement. Le feu réchauffait ainsi mieux l'espace et diminuait le risque qu'une étincelle enflamme la paille du sol ou le plafond de bois. Pourtant même avec une cheminée,
Il faisait froid dans l'auberge, surtout loin de la source de chaleur. Autour du feu ou de la cheminée se pressent donc la plupart des hôtes, ceux qui sont arrivés les premiers ou ont payé quelque chose en plus à l'aubergiste s'assoient le plus près des flammes. Dans le coin près des portes, il fait au contraire froid, comme si l'hiver était assis derrière le poêle. Les portes n'ont pas de vestibule ni de sas, si bien que chaque fois que quelqu'un entre, il fait entrer une rafale d'air glacé. Parfois, l'aubergiste suspend derrière les portes un lourd tapis ou une couverture comme rideau provisoire, pour atténuer le courant d'air. Les fenêtres, s'il y en a, sont petites et fermées par des volets. Au Moyen-Âge, il n'était pas habituel de vitrer les auberges, cela aurait été trop cher. Parfois, on insérait dans le cadre une toile huilée ou du parchemin, pour laisser passer un peu de lumière, mais en hiver, on installait plutôt des volets de bois, pour éviter les courants d'air. Dans la journée régnait donc la pénombre dans la chambre, et la nuit, l'obscurité n'était dissipée que par le feu et quelques chandelles ou lampes à huile. La pièce est éclairée par la lumière rouge vacillante des flammes, et partout sur les murs dansent les ombres des silhouettes. L'atmosphère est intime, peut-être un peu mystérieuse. À l'homme moderne, elle paraîtrait incroyablement sombre et enfumée. Mais pour les gens médiévaux, c'était le standard habituel de confort. Aux murs pendent divers récipients et ustensiles. Nous voyons des rangées de chopes de céramique ou d'étain, des cruches de bois ou de cuir pour la bière, quelques brocs de tôle. Peut-être y aura-t-il aussi suspendu un chaudron de cuivre ou une poêle, que l'aubergiste utilise pour cuisiner au-dessus du feu. Ne manquette pas la pelle, et le tisonnier pour les braises, ni le seau pour l'eau. Globalement, l'aménagement fait effet simple, fonctionnel, rien d'inutile, rien de luxueux. Bois, argile, métal et textile, ce sont les principaux matériaux. Et pourtant cette chambre enfumée a son charme. C'est un îlot de chaleur et de vie au milieu de l'hiver. La chaleur rayonnant du feu est littéralement vitale. Les hôtes, transis du dehors, tendent les paumes vers les flammes et sentent la couleur revenir dans leur visage. Certains ôtent leurs lourdes chaussures de cuir et étendent les pieds près de la cheminée, pour faire sécher leurs chaussettes trempées. Près du feu pend aussi sur une barre quelques pièces de vêtements. Peut-être l'aubergiste fait-il sécher le manteau mouillé d'un des voyageurs, pour qu'il ne durcisse pas en glaçons d'ici le matin. À la table la plus proche de la cheminée s'assoit un paysan âgé, et se réchauffe les oreilles avec un gobelet chaud. Nous y reviendrons, ce qu'il a dedans. Sur le banc à côté de lui s'allonge un chien. Les animaux aussi cherchaient en hiver la chaleur dans l'auberge. Parfois y passèrent la nuit des chiens ou des chats, qui chassèrent les souris, courant sur le sol dans la paille. La maison même de l'aubergiste faisait partie de l'auberge. Au Moyen Âge, l'auberge n'était pas un bâtiment indépendant, juste pour les hôtes. C'était d'ordinaire la maison du tavernier, qui dans une ou deux chambres exploitait l'activité hôtelière. Toute sa famille vivait ainsi littéralement, dans l'entreprise. Les enfants de l'aubergiste courent entre les tables et aident à porter les petites cruches. L'aubergiste, sa femme, se tient près du débit ou du foyer et remue le contenu du chaudron. En hiver, les aubergistes passèrent la plupart du temps à l'intérieur avec les hôtes, car l'intimité séparée n'existait presque pas. Ils n'allaient de dormir qu'après que les derniers ivrognes soient partis, ou se soient endormis sur place. Quand venait l'heure du sommeil, se posait le problème où loger tous les hôtes de passage. L'hostellerie, au sens d'hôtellerie, avait souvent aussi un étage supérieur, ou plus de pièces, où elle fournissait contre paiement une place pour dormir. Mais n'attendons aucun confort. Les voyageurs pauvres dormaient souvent directement dans la salle de débit près de la cheminée. Peut-être sur la table, sur le banc, ou simplement par terre dans la paille près du foyer. La chaleur du feu était plus précieuse que la mollesse du lit. Si l'hostellerie avait des lits, il s'agissait plutôt de chalits, ou de grands lits communs bourrés de paillasses. Et il arrivait tranquillement que des gens étrangers dorment côte à côte dans un même lit, chacun enroulé dans sa couverture, pour se réchauffer mutuellement. Au Moyen-Âge, cela n'était pas considéré comme trop inhabituel. L'hiver avait appris aux gens à se serrer littéralement et figurativement. Les comptes rendus conservés et lettres de voyageurs décrivent dans des situations où dans une pièce de dortoir gisaient peut-être une douzaine de personnes ensemble, souvent même avec les animaux domestiques.
Il n'était pas exceptionnel qu'à l'intérieur, la nuit passe aussi un veau ou des brebis pour ne pas geler dehors. Les gens savaient alors se débrouiller pour se réchauffer la nuit. Souvent, ils dormaient nus, directement en chemise de dessous sous la couverture, d'une part pour ne pas tremper le lit avec la neige de leurs vêtements, d'autre part parce qu'ils croyaient que le corps nu sous la couverture se réchauffe mieux. Pour réchauffer le lit, on utilisait de soi-disant bassins de chambre ou chauffe-lit. Une pierre ou brique chauffée était retirée du feu, enveloppée dans une toile et placée entre les couvertures, pour réchauffer l'espace avant que la personne se couche. Un tel thermophore primitif faisait des merveilles. Les pieds du dormeur ne gelaient plus, même si par ailleurs dans la pièce l'eau pouvait geler. Les hostelleries fournissaient parfois ces briques chaudes aux hôtes comme service spécial. S'il n'y avait rien de semblable à disposition, il fallait se contenter de son propre manteau en plus, ou, en cas extrême, dormir assis près de la cheminée, où le feu maintenait la chaleur toute la nuit. N'oublions pas non plus les chevaux et bêtes de somme des voyageurs. À la bonne hostellerie appartenait une écurie, ou grange, où il était possible d'abriter les animaux. En hiver, le soin des chevaux était particulièrement exigeant. Après une longue marche dans les congères, le cheval avait le poil écumant, qui ensuite refroidissait à l'air froid et pouvait menacer l'animal. L'écurie près de l'auberge devait donc offrir une place sèche avec de la paille, une protection contre le vent, et assez de foin ou d'avoine, pour que les bêtes de trait se reposent. Souvent l'écurie se dressait juste à côté de la salle de débit. Parfois même partageait un mur commun. La chaleur de l'auberge pénétrait ainsi partiellement aussi chez les animaux. Le soir, l'aubergiste ou le valet faisait le tour des chevaux abrités, leur nettoyait les robes de neige et de glace, et jetait sur eux une couverture, si le voyageur en transportait une avec lui. Les chevaux se tenaient dans l'obscurité et le silence. Seulement parfois se faisait entendre un hennissement ou un piétinement de sabots. Eux aussi sentaient que derrière les portes de bois résonnèrent des voix étouffées et des rires. À l'intérieur, les gens se réjouissent, tandis que dehors, derrière les murs, gémit le vent d'hiver. L'auberge médiévale fournissait donc un cadre complet, foyer pour se réchauffer, toit au-dessus de la tête pour les gens et animaux, et équipement de base pour le coucher. Bien sûr, le confort était d'un point de vue actuel minimal. Tous les étrangers n'étaient pas satisfaits. Il existe des plaintes conservées de voyageurs médiévaux sur le niveau de l'hébergement. Par exemple, le poète français Eustache Deschamps, qui visita Prague en l'an 1397, se plaignait amèrement que les tavernes tchèques sont un enfer créé. Il reçut à manger seulement des poissons salés, du porc fumé et une lamentable soupe, de la bière et du pain. Il prétend n'avoir entendu que du vacarme, peut-être allusion aux hôtes bruyants. Et pis encore, on le logea dans des bains sans chambre chauffée. Si bien que non seulement la chambre était froide, mais même la nappe sur la table était sale et grasse, même clouée à la table, et non changée si longtemps qu'elle avait noirci. Une telle expérience, aucun de nous aujourd'hui ne voudrait la vivre. Pour les conditions d'alors, cependant, il ne s'agissait de rien de si extraordinaire. Qui voyageait en hiver devait compter avec un certain inconfort et niveau abaissé. Malgré tout, l'auberge avait un énorme avantage. Il y avait là une source de chaleur et de la compagnie, contrairement au coucher froid et solitaire quelque part dans la forêt. Maintenant que nous nous sommes réchauffés et avons examiné à quoi l'auberge ressemblait et comment elle assurait la chaleur, la faim commence à se faire entendre. La chaleur est certes importante, mais un estomac vide et la sécheresse dans la gorge, aucun pèlerin ne voudrait les avoir. Dans un instant, nous révélerons ce qu'on mangeait et buvait dans les auberges hivernales. Quels plats les aubergistes médiévaux parvenaient-ils à créer au milieu de l'hiver avec des provisions limitées? Et avec quoi les hôtes se réchauffaient-ils le corps de l'intérieur? Préparez-vous! Certaines recettes et boissons médiévales vous surprendront peut-être par leur parfum et leur goût. Tandis que dehors rage la tempête, à l'intérieur de l'auberge ça boute aussi dans le chaudron au-dessus du feu. L'aubergiste médiéval sait très bien que les gens en hiver ont besoin de nourriture copieuse et chaude pour se remettre du gel.
Les auberges de l'époque ne fournissaient aucun menu étendu. Souvent, elles n'offraient qu'un ou deux plats, qui se cuisaient dans un grand pot et se servaient à tous. L'essentiel était la disponibilité des ingrédients en hiver. À l'époque où n'existait ni serre, ni importation de légumes frais du bout du monde, tout devait provenir des réserves, tonneaux et garde-manger remplis à l'automne. Qu'est-ce qui apparaissait donc sur la table en janvier? La base était les denrées durables, céréales, légumineuses, viande fumée ou salée, fruits et légumes séchés, et légumes qui se conservaient en stocké, surtout légumes racines et choux. Un plat très fréquent était la soupe épaisse ou bouillie, qu'on appelait aussi potage ou jus. Dans le chaudron au-dessus du feu bouillonnait un mélange d'eau, de millet ou d'orge, de pois ou lentilles, et avec ça peut-être des morceaux de carottes séchées, panais, persil et oignons. On assaisonnait avec du sel. Le sel était cher, mais les aubergistes en avaient, car ils en vendaient aussi, et aussi avec des herbes séchées, peu de thym, sarriette ou feuilles de laurier. Quand il y avait un morceau de viande disponible, il allait dans le pot aussi. En hiver, c'était surtout de la viande fumée ou salée, lard gras, saucisses, jambon de porc fumé, éventuellement bœuf salé. Une telle viande donnait force et goût à la soupe. La variante plus pauvre était la bouillie purement de pois ou haricots sans viande, mais fortement enrichie de saindoux, s'il y en avait. Pour les autres qui avaient peu d'argent, l'aubergiste pouvait servir un bol de cette simple bouillie. Elle n'était pas chère et chassait la faim et réchauffait. Parmi les plats d'hiver appréciés et relativement luxueux figurait la soupe de poule. Les poules et coqs, certes en hiver, ne pondérant pas d'œufs, mais si quelque poule avait fini son service, elle finissait dans le pot. Le bouillon de poule était copieux et se laissait excellemment épiler. Selon les comptes rendus des livres de cuisine du XIVe siècle, la soupe de poule s'assaisonnait avec du persil racine, gingembre, fleurs de muscade, poivre ou clous de girofle. Oui, la cuisine médiévale aimait les épices. Même dans les auberges, on n'en était pas avare, si on en avait sous la main. Les épices comme poivre, gingembre ou noix et fleurs de muscade devaient certes être importées de loin, mais à partir du XIIIe siècle devenaient de plus en plus accessibles aussi, pour la clientèle bourgeoise des auberges. Un petit sac de poivre, l'aubergiste pouvait l'avoir caché comme un trésor et ajouter une pincée dans le chaudron pour que la soupe ait du piquant et un parfum exotique. Les hôtes sirotèrent alors le bouillon chaud épicé, qui les réchauffait du cou jusqu'aux orteils. On disait même que la soupe de poule épicée était un remède à toute souffrance hivernale, y compris rhume ou gueule de bois. Outre les soupes, vous auriez trouvé sur la table hivernale d'auberge aussi de la viande de diverses façons. Souvent on faisait de la viande au sucré, ce qui peut sonner surprenant à l'homme d'aujourd'hui. Les recettes médiévales aimaient combiner viande avec fruits et goûts sucrés. Par exemple, des morceaux de porc ou gibier étaient mijotés avec des prunes séchées, raisins secs et miel, assaisonnés de cannelle et gingembre, si bien que naissait une sauce aigre douce, où la viande était arrosée de vin et assaisonnée d'épices et à pain d'épices. Les aubergistes reprenaient souvent de tels plats, de la cuisine seigneuriale, un peu adaptés pour des ingrédients plus simples. Quand donc le voyageur recevait un bol de viande avec sauce aux prunes, il pouvait être déconcerté par l'inhabituelle combinaison de goûts, mais en même temps c'était pour lui un changement bienvenu après les bouillies monotones. La viande cependant n'était pas dans l'assiette chaque jour. Cela dépendait s'il arrivait justement d'abattre ou chasser quelque animal. En hiver, on abattait cependant traditionnellement les porcs. Novembre et décembre étaient le temps des tueries. La viande de porc fraîche, alors les aubergistes et villageois, une partie la mangeaient aussitôt lors de grands festins, et une partie la marinait ou fumait pour plus tard. Le visiteur d'auberge à la fin de l'année pouvait donc avoir de la chance et tomber sur la période où se servait du rôti de porc frais, ou même du boudin et tripes de l'abattage domestique. Alors l'auberge était pleine non seulement de chaleur, mais aussi du doux parfum du saindoux qui grésille, et d'épices pour le boudin noir.
N'attendons pas d'accompagnement au sens actuel. L'Europe ne connaissait pas les pommes de terre, et les quenelles étaient encore plutôt l'affaire des gnocchis italiens que des auberges tchèques. Le principal accompagnement était le pain. En hiver, on mangeait du pain dur et vieux, car il se cuisait frais peut-être une fois par semaine. L'aubergiste avait souvent son propre four ou prenait les pains chez le boulanger local. Le pain était de seigle ou mélangé, sombre et dense. Les tranches soit se trempaient dans la soupe, soit se grillaient au feu pour un peu ramollir, ou se mangeaient sèches avec la bière. Parfois les auberges offraient aussi du pain avec fromage ou fromage blanc, une sorte de collation pour les moins affamés. Le fromage était dur, longtemps affiné, souvent salé, car ainsi il se conservait depuis l'été. Bien que la nourriture en hiver fût monotone, personne ne mourait carrément de faim, s'il avait quelques pièces. L'aubergiste créait toujours quelque chose de chaud pour boucher l'estomac, même si ce n'était qu'un bol de simple soupe de choucroute, soupe de choux fermenté. En passant, la choucroute était en hiver une des importantes sources de vitamines, et ne manquait certainement pas dans les auberges. On la mangeait seule, comme salade avec la viande, ou on en faisait justement de la soupe ou sauce. Son goût acide prononcé de plus complétait bien les plats gras et aidait la digestion. Les gens médiévaux ne connaissaient certes pas la vitamine C, mais savaient empiriquement qu'après la choucroute, ils allaient de mieux en hiver. Quant aux boissons, l'auberge médiévale était surtout le royaume de la bière. La bière alors était différente de la nôtre aujourd'hui, plutôt plus épaisse, plus vivante, parfois trouble, souvent moins alcoolisée, dite bière légère ou double pour la boisson courante, et parfois au contraire très forte, brassée spéciale dite cervoise ou bière forte pour les fêtes. En hiver, la bière se buvait naturellement fraîche de la cave du brasseur. Contrairement à l'idée que les gens voudraient se réchauffer avec de la bière chaude, la plupart des hôtes aimaient la bière froide, comme la cave. Les brasseries médiévales dans nos contrées exploitaient même la glace des étangs, pour avoir de quoi refroidir la bière pendant l'été. En hiver, il y avait assez de glace, et ainsi les aubergistes pouvaient y maintenir les tonneaux de bière à température optimale. Dès que l'aubergiste recevait une commande, il descendait à la cave pour la bière. Soit il perçait un tonneau de bois directement dans le débit, soit portait la bière dans un broc de tôle vieilli de la cave. La chopine de bière froide mousseuse était ainsi une image hivernale habituelle, bien que cela puisse paraître étrange. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une boisson glacée. Elle avait plutôt la température de la cave, autour de 8 à 10 degrés Celsius, ce qui en période hivernale est en fait proche de la température ambiante, juste sans glace. Les Tchèques, et généralement les centres européens, aimaient la bière plutôt froide et fraîche. Un vieux chroniqueur nota même: chez nous, les brasseries avaient toujours assez de glace, et ainsi refroidissèrent la bière. Un Tchèque ne voudrait pas de bière chaude sans mousse. Cela ne signifie pas cependant que les boissons chaudes ne se buvaient pas du tout. Justement au contraire, comme spécialité hivernale, les auberges offraient du vin chaud ou boissons épicées. Quand l'aubergiste avait un tonneau de vin, ce qui était surtout dans les auberges urbaines ou dans les contrées où poussait la vigne, il pouvait préparer du vin chaud avec miel et épices. Cette boisson parfumée, connue aujourd'hui des marchés de Noël, était appréciée aussi alors. Le vin se réchauffait dans un pot avec des morceaux de cannelle, clous de girofle, gingembre et un peu de miel ou sucre, s'il y en avait, d'habitude plutôt le miel. Il se servait chaud dans un gobelet de céramique et l'hôte le sirotait pour se réchauffer de l'intérieur. On l'appelait par exemple hypocras, ou simplement vin épicé. Qui avait des frissons, ou se sentait enrhumé. Un tel breuvage lui faisait beaucoup de bien. La vapeur des épices dégageait le nez, et l'alcool activait la circulation. Et la bière, pouvait-elle se boire chaude aussi? Étonnamment oui, bien que ce ne fût pas tout à fait habituel dans chaque auberge. Dans certaines contrées d'Europe, par exemple en Pologne encore aujourd'hui, existait une tradition de bière chaude. La bière se réchauffait et on y ajoutait des ingrédients: miel, épices, parfois jaune d'œuf ou morceaux de beurre. Naissait une boisson semblable au vin chaud, juste à partir de bière, sucrée,
épicée et plus épaisse. Chez nous, en Bohême, ce n'était pas si répandu, car il y avait l'usage de refroidir la bière avec de la glace même en hiver. Néanmoins, dans certaines auberges, l'aubergiste pouvait offrir, par exemple, une soupe à la bière. C'était en fait l'équivalent de bière chaude, quand la bière se faisait cuire avec un morceau de pain, fromage ou œuf, et naissait une épaisse pâtée pour le petit déjeuner. Les moines, dans les monastères, paraît-il en matinée froide, buvaient de la soupe à la bière, pour les remettre sur pied. On peut donc dire que la bière chaude existait plutôt comme plat spécial ou moyen thérapeutique contre le rhume. La plupart des hôtes, cependant, préféraient prendre de la bière plus froide et se réchauffer plutôt avec la nourriture et le feu. Outre la bière et le vin, vous auriez pu dans l'auberge goûter aussi l'hydromel, ancienne boisson au miel. L'hydromel était sucré et assez fort. Il convenait pour siroter par petits gobelets. L'hiver était le temps idéal pour sortir les tonnelets d'hydromel conservés dans la cave. La liqueur de miel portait en elle le parfum solaire de l'été et parvenait à caresser l'âme. Pour beaucoup d'hôtes plus pauvres, cependant, l'hydromel était cher, si bien qu'il restait à la bière. Les plus aisés, comme par exemple bourgeois ou petite noblesse en voyage, commandaient du vin. Dans la Bohême gothique, le vin n'était pas inconnu. Le prince Venceslas, Sainte Venceslas, lui-même fondait des vignobles et aimait le vin. Dans les auberges, on tirait surtout le vin domestique des vignobles moraves ou tchèques. Par exemple, la ville de Mielnik, ou région près de Prague, avait des vignobles déjà au XIVe siècle, ou importés hongrois ou rhénans, pour les fins connaisseurs. Il se servait soit froid en cruche, soit comme nous l'avons mentionné chaud. Souvent, il s'assaisonnait d'épices, même à froid. Existait une boisson appelée hypocras, qui était un vin sucré et épicé, servi plutôt lors de banquets, mais peut-être aussi dans les meilleures auberges. L'eau comme boisson, vous ne l'auriez pas beaucoup vue dans l'auberge. Les gens médiévaux savaient que l'eau du ruisseau pouvait être défectueuse, et de plus elle se considérait comme boisson pour pauvres ou moines en jeûne. Qui était déjà assis dans l'auberge préférait prendre de la bière, fût-elle légère. Et pour les enfants, ou abstinents, peut-être un peu de lait chaud, s'il y avait une vache à porter, mais en hiver les vaches ne donnent pas beaucoup de lait, ou décoction d'herbe. Les hospices monastiques offraient parfois des boissons aux herbes, menthe, mélisse, tilleul. Cela pouvait convenir contre le rhume. L'auberge séculière ordinaire ne s'en embarrassait pas. Les herbes plutôt on les jetait dans le vin pour le goût. Les hôtes étanchaient à leur soif dans des récipients d'un demi-litre ou chopine. Le mot chopine désignait la mesure volumétrique traditionnelle de bière. Environ 0,7 litres au temps plus ancien. Plus tard, autour de 0,5 litres. Chaque aubergiste devait avoir une chope officiellement vérifiée avec poinçon, pour ne pas tricher sur la mesure par hasard. En hiver peut-être, ce contrôle réjouissait doublement. Personne ne voulait perdre une partie de son breuvage tant désiré après un voyage pénible. D'ailleurs, les villes médiévales veillaient attentivement à ce que les auberges ne servent pas sous la mesure et ne coupent pas la bière avec de l'eau. La mairie, bureau municipal, envoyait dans les auberges des contrôles et aux taverniers pris, faisaient volontiers percer leurs fausses chopes en souvenir, une sorte de descente médiévale. La chope trouée ne pouvait plus servir et la réputation du tenancier en souffrait. Retour cependant aux hôtes, dans notre taverne hivernale. Ils se goinfrent et boivent maintenant, avec satisfaction. Imaginons par exemple un groupe de rouliers qui viennent de finir un bol de bouillie de pois chaude, avec viande fumée. Ils s'essuient les barbes du revers de la main et arrosent le repas de longues gorgées de bière mousseuse. À la table voisine bavardent les trois voisins locaux. Ils ont devant eux une cruche de vin épicé et la sirotent lentement, visage rosé par la chaleur et l'alcool. Dans le coin, le jeune compagnon finit son crouton de pain trempé dans le bouillon et a déjà dans les yeux des étincelles de sommeil. L'aubergiste ramasse les bols vides et essuie prestement la planche de bois de la table avec une toile grossière. Les nappes étaient rares dans de tels établissements, et selon la plainte d'Eustache Deschamps à Prague, les serviettes étaient parfois noires comme un corbeau.
la propreté des textiles n'était pas le point fort des auberges médiévales. Dans la cheminée crépite une bûche, et l'aubergiste en remet une autre, car la nuit est encore jeune. Maintenant les hôtes ont le ventre plein, et l'alcool les réchauffe agréablement. Que va-t-il se passer ensuite ? Personne n'a envie d'aller simplement dormir. Aux fenêtres il fait nuit, et le divertissement ne fait que commencer. Les longues soirées d'hiver invitaient directement au bavardage et au jeu. Dans un instant, nous révélerons quel divertissement remplissait le temps des hôtes dans l'auberge médiévale pendant l'hiver. Réjouissez-vous du hasard, de la musique, de la danse et d'autres inattendus. L'auberge était le théâtre de la vie, où pouvait arriver n'importe quoi de joyeux et de fou. Tandis que dehors rage la tempête et le gel peint sur les volets des fleurs, à l'intérieur de la taverne règne une animation vive. L'auberge médiévale n'était pas seulement un dortoir et restaurant, c'était aussi la principale scène sociale de la commune. Surtout en hiver, quand se raccourcissait aux gens la journée de travail et les soirées étaient interminables, l'auberge devenait le lieu où la vie ne s'arrêtait pas même après le coucher du soleil. Dès que les travaux à la ferme étaient finis, et la pénombre d'après-midi se changeait en nuit, partirent les hommes, et parfois aussi femmes, à l'auberge, pour un bout de conversation et quelque chose pour se réchauffer. Que se passait-il donc dans l'auberge hivernale ? Le contenu le plus simple et naturel de la soirée était la conversation. L'auberge était une pépinière d'histoires, nouvelles, potins et nouveautés. Là les gens apprenaient ce qui était nouveau dans le village voisin. Quelles marchandises les marchands avaient apportées au marché. Combien de loups les chasseurs avaient vus dans la forêt, et qui s'apprêtaient à se marier ou à coucher. Le long bavardage hivernal près de la cheminée était le média par lequel se répandaient les informations dans le monde sans journaux ni internet. Quand dans l'auberge arrivait un étranger, pèlerin de loin ou soldat libéré du service, aussitôt il avait autour de lui un groupe de curieux. Tous voulaient entendre son récit. Comment c'est par-delà les montagnes, ce qu'on raconte en ville, par où passe le chemin vers Rome. Un tel conteur pouvait se faire pardonner le souper justement par ces mots. Et les gens médiévaux aimaient les histoires, surtout en hiver. La soirée dans la taverne pouvait ainsi se transformer en petit théâtre. Près de la cheminée s'assoit un pèlerin expérimenté, et décrit aux auditeurs tout ce qu'il a vu. Peut-être même ajoute-t-il quelque chose en plus, pour que le drame soit plus grand. Pour chaque histoire palpitante, quelqu'un lui tape dans le dos, et l'aubergiste lui verse dans le gobelet un peu de bière pour l'encourager. Outre les conteurs spontanés, existaient aussi des amuseurs professionnels, bardes ambulants, battleurs et musiciens. Ceux-ci, en période hivernale, trouvaient refuge justement dans les hostelleries, quand ils ne pouvaient parcourir la contrée avec leur tour de passe-passe dans les foires, car en hiver les grands marchés et pèlerinages n'avaient pas lieu si souvent. Le barde, peut-être luthiste ou joueur de cornemuse, le soir sortait l'instrument, si le public était enclin, et commençait à jouer. Dans l'auberge résonnaient ainsi les tons des chansons médiévales. Beaucoup étaient joyeuses et bachiques, d'autres baladesques. Connu Stiede par exemple les chansons estudiantes. Dans les recueils latins de poésie vagante, comme Carmina Burana, nous trouvons aussi des textes chantant les tavernes et la boisson du vin. Il n'est pas difficile d'imaginer un groupe de vagants réjouis. Étudiants, ambulants, comme dans le coin de l'auberge, ils chantent en plusieurs voix une chanson légèrement hérétique sur les joies du vin et de l'amour, tandis que les maîtres universitaires se signeraient pour cela. D'ailleurs, il est attesté que les étudiants, au Moyen Âge, étaient des hôtes fréquents et estimaient des débits. À Prague, au XIVe siècle, paraît-il, les jeunes écoliers universitaires se rendaient des collèges directement dans les auberges et y passaient plus de temps que dans les amphithéâtres. En hiver surtout, quoi d'autre faire après le coucher du soleil que chanter et boire de la bière ? Avec la musique venait aussi l'envie de danse. Nous pouvons imaginer que si par exemple le susdit cornemuseux jouait, bientôt certains autres commençaient à piétiner en rythme, fredonner avec lui l'air et finalement aussi danser. L'espace entre les tables se libérait, les bancs allaient au mur et se trouvait la place où on pouvait tourner en rond. Les danses en milieu populaire étaient joyeuses, folâtres,
Souvent on dansait en couples ou cercles. Hommes et femmes, s'il y en avait, se prenaient par les mains et sautillaient ou tournaient en rythme. Dans les villes se pratiquaient aussi des danses plus courtoises, mais dans l'auberge villageoise, il s'agissait plutôt de divertissements spontanés. Quand il n'y avait pas d'instrument de musique disponible, peu importe, les gens chantaient eux-mêmes. Le chant appartenait aux soirées d'hiver de temps immémorial. Cantiques pendant l'Avent et Noël, refrains joyeux dans le carnaval, période du printemps approchant, ou simplement chansonnettes amoureuses et plaisantes pour la joie. Le chant collectif avait de plus l'avantage qu'il chassait la peur de l'obscurité et du froid dehors, où résonnaient chants et rires, là comme si l'hiver n'avait pas le pouvoir d'entrer. À côté des divertissements artistiques, fleurissaient cependant aussi des amusements moins nobles, surtout jeux et hasards. Le temps à table, les hôtes l'abrégeaient en jouant aux dés ou cartes. Les dés, petits dés à jouer tétraédriques avec points, sont un des plus anciens jeux de l'humanité, et le Moyen-Âge n'était pas exception. On jetait pour la chance, et surtout pour l'argent, ou naturalia. Cela pouvait être un jeu discret de deux paysans pour quelques gros, mais aussi tension collective, quand se pariait une somme pour le salaire hebdomadaire. Les jeux de hasard étaient très populaires dans les auberges, et cela à travers toutes les couches. Il existe des comptes rendus, que des délémoines se jetaient en secret dans les tavernes déguisées en habits séculiers ou écuyers du roi. Plus tard, au XIVe jusqu'au XVe siècle, s'ajoutèrent aussi les cartes, qui arrivèrent en Europe, peut-être des Arabes ou par les croisades. À la fin du XIVe siècle existent déjà des mentions de cartes en Bohême. Même une noble dame, Jeanne de Brabant, se mentionne du jeu de cartes en l'an 1379. Les cartes s'installèrent rapidement aussi dans les auberges. Elles étaient relativement facilement transportables et fournissaient d'infinies variations de jeux. Bien sûr, là aussi souvent, il s'agissait de paris. On jouait pour l'argent, pour la bière, pour le souper, selon ce que chacun osait. Pas étonnant que les auberges étaient en pleine de hasard. C'était un des rares moyens d'adrénaline de l'époque. Outre le hasard se jouaient aussi des jeux de société pour le divertissement. Par exemple, le jeu de plateau tric-trac, backgammon actuel, était connu et apprécié déjà depuis le Moyen Âge. Vous auriez pu ainsi voir sur la table de l'auberge un tric-trac de bois avec pierres disposées. Comme deux marchands déplacent les pions selon les coups de dés et les kibitzer alentour commentent, se jouaient aussi diverses devinettes et jeux de mots. Les gens par exemple rivalisaient entre eux à versifier de drôles comptines ou dans la connaissance de proverbes. Ne devons pas oublier non plus la boisson comme jeu en soi. Existaient des concours non écrits. Qui boit plus de chopes de bière et reste debout, ou rituels de soi-disant corporations bachiques. Oui, au Moyen-Âge naquirent aussi comme des clubs de piliers de bars qui avaient leurs règles et coutumes. Par exemple, dans les terres tchèques, sont attestées des confréries appelées corporations libertines, ou confréries de Saint François, qui étaient des associations récréatives, vouées à l'ivrognerie. Les membres prêtaient des serments humoristiques, qu'ils joueraient le plus possible, avaient même des règlements écrits. Par exemple, les soi-disant droits de François, rédigés par un médecin de Plzeigne au XVIe siècle. Y était établi combien chacun devait boire et quel titre revenait au plus vaillant ivrogne. Même si ces règlements bachiques sont attestés plutôt de l'époque bas médiévale jusqu'à Renaissance, leur esprit se rattache certainement aux traditions plus anciennes de fêtes joyeuses dans les auberges. En hiver, quand il n'y avait pas beaucoup d'autres réjouissances, une telle bamboche dans l'auberge se prolongeait tranquillement jusqu'à tard dans la nuit, si toutefois l'aubergiste le permettait. Le mélange coloré d'hôtes signifiait que la société dans la taverne était très variée. À côté des paysans et artisans locaux, s'asseyaient là peut-être des écoliers et étudiants, comme nous l'avons mentionné. Pèlerins, parfois aussi petits nobles voyageant incognito. En certaines circonstances pouvait dans l'auberge arriver aussi une femme, typiquement si elle voyageait avec son mari ou était veuve aubergiste. Seules les femmes, convenables, dans l'auberge se trouvaient rarement, car l'environnement était considéré comme pécheur et dangereux. L'exception était justement les aubergistes ou serveuses, qui souvent étaient pour des femmes vaillantes,
qui par leurs coudes pointus maintenaient l'ordre parmi les ivrognes. Les autres figures féminines dans l'auberge appartenaient d'ordinaire au personnel ou aux femmes légères, qui y cherchèrent leur gagne-pain. Oui, cela aussi faisait partie de l'auberge médiévale. Dans le coin pouvait se tenir une servante et faire de l'œil au marchand solitaire, lui offrir de la compagnie contre rémunération. La prostitution fleurissait dans beaucoup de tavernes, souvent en cachette. L'aubergiste tolérait silencieusement que la fille de service se fasse un petit complément de salaire avec le plus vieux métier avec un hôte, car cela attirait d'autres clients. Les chroniques ecclésiastiques l'enregistraient bien sûr avec mépris, et aux auberges on disait « tanière de vice ». En réalité cependant, nombre de ces femmes n'avaient simplement pas d'autre possibilité de subsistance, et l'auberge leur fournissait un espace où elles pouvaient rencontrer de potentiels clients. Pour les autres aussi, une telle distraction signifiait réchauffement, d'une autre façon qu'au feu seulement. Ce n'était pas officiellement approuvé, mais cela se faisait. Et là où on buvait et jouait et chantait, parfois on en venait aussi aux querelles et bagarres. La maladie hivernale de confinement pouvait augmenter l'irritabilité. Parions qu'après quelques cruches d'hydromel, 2 paysans commencent à se disputer lequel d'eux a les bœufs les plus forts ou qui a mieux labouré le champ. Nous ne serons pas loin de la vérité. Un mot, en amenant un autre, et survint la bagarre. Les combats à poing ou échauffourés au couteau n'étaient pas dans les auberges tout à fait exceptionnels. L'aubergiste tentait de les prévenir. C'est pourquoi, par exemple, à l'entrée souvent, il récupérait des hôtes les armes et les gardait, comme nous l'avons mentionné. Chacun qui venait avec épée, poignard ou arbalète devait remettre l'arme, pour empêcher l'effusion de sang en cas de dispute. Malgré tout, parfois, on en venait au dégainement d'un couteau caché, ou simplement à la bagarre brute sans arme. Les autres hôtes soit intervenaient et séparaient les bagarreurs, soit encourageaient leurs favoris, selon l'humeur qu'il y avait. Quand ça devenait dur et le sang coulait, l'aubergiste pouvait envoyer le valet ou fils aîné chercher le maire ou sergent, garde municipal. En ville, s'appliquait le silence nocturne, et le veilleur de nuit dans sa ronde écoutait d'où venait le vacarme. Quand il découvrait que de l'auberge, il pouvait intervenir, rappeler à l'aubergiste qu'il devait fermer, et les bagarreurs éventuellement faire sortir dehors. À la campagne, cela se réglait plutôt par l'aubergiste lui-même ou voisin présent. Les bagarreurs finissèrent ordinaire avec quelques bleus, et le lendemain soit ne s'en souvenaient pas, soit se réconciliaient devant une chope de bière. La taverne servait aussi comme lieu de vie publique, s'y tenaient par exemple les assemblées communales en présence du maire. Même en hiver, il fallait discuter de quelques affaires du village. Se réunissaient donc les paysans dans l'auberge. Le maire faisait apporter une cruche de bière, et tandis qu'ils sirotaient, débattèrent du champ, impôts, corvées. Dans certains villages s'appliquait que le maire était en même temps aubergiste. Il avait le droit de débit, si bien qu'il convoquait les paysans dans son auberge, et là leur annonçait les nouvelles de la seigneurie. Il est ainsi un peu paradoxal de s'imaginer cela aujourd'hui. L'assemblée municipale officielle se déroulait au-dessus de bière et eau-de-vie. Mais alors c'était normal. L'auberge était en effet le seul lieu suffisamment grand et chauffé où les gens pouvaient se réunir. L'église certes était plus grande, mais elle était en hiver non chauffée, et de plus pour les réunions séculières ne convenait pas. Par contre l'auberge, là tout le nécessaire se discutait au chaud, et aussitôt se confirmait par un toast, appelé autrefois accord. C'était un toast symbolique à la bière ou vin pour confirmer le marché ou accord conclu. Justement dans l'auberge avaient en lieu de tels actes. Les marchands, après entente d'affaires, s'entrechoquaient, et par là l'affaire se confirmait définitivement. C'est pourquoi les auberges se dressaient aussi près des marchés et places. Elles faisaient partie de la vie économique. Nous voyons donc que la soirée d'hiver dans l'auberge coulait de façon colorée. Un moment on chantait, puis on jouait au dé, puis on réglait les affaires communales. Là-dessus peut-être entrait un autre pèlerin gelé, et ajoutait son histoire, devant laquelle tous se taisaient. Et le temps passait. Parfois il arrivait que l'auberge reste ouverte jusqu'à tard dans la nuit, car personne n'avait envie de sortir dans l'obscurité glaciale.
Mais là intervenaient les règlements et autorités. Dès que le veilleur de nuit sur les remparts de la ville sonnait 11 heures, l'aubergiste devait selon l'ordre fermer. Le couvre-feu, silence nocturne, était strict. L'aubergiste qui aurait laissé les hôtes faire du tapage toute la nuit risquait l'amende. À la campagne s'appliquait la règle non écrite que l'aubergiste lui-même, après un certain temps, invitait les hôtes au départ. Il utilisait pour cela la coutume singulière appelée éclairer dehors. Il prenait une lanterne ou chandelle et accompagnait l'autre retardataire jusqu'à sa maison. Par là, il lui donnait à entendre qu'il était temps d'aller dormir. La communauté villageoise le comprenait. Il ne fallait pas troubler le silence nocturne. Les esprits de la nuit, paraît-il, étaient en hiver particulièrement agités, et il pourrait arriver malheur. Maintenant, vous vous dites peut-être, l'auberge en hiver sonnait assez idyllique. Chaleur, nourriture, divertissement. Mais tout n'était pas que joyeux. Comme nous l'avons déjà laissé entendre, aux auberges se liaient aussi nombre de problèmes et vices. Dans un instant, nous révélerons comment la société médiévale tentait de tenir les hostelleries en bride. Quels règlements et interdictions les aubergistes devaient respecter. De quoi menaçait le non-respect de l'ordre. Et comment l'Église fustigeait les péchés qui se déroulaient dans les tavernes. Préparez-vous. La régulation médiévale des auberges était parfois plus stricte qu'on attendrait, et tous ne la prenaient pas au sérieux. Les auberges médiévales représentaient certes une partie importante de la vie, mais en même temps étaient tenues une épine dans l'œil de l'Église et autorité séculière. Les représentants de l'ordre avaient des craintes que dans les auberges prolifèrent immoralité, criminalité et péché, et il faut le dire, souvent à juste titre. Sous le couvert des soirées d'hiver se passaient près des cruches de bière des choses qui ne s'accordaient certainement pas avec les idéaux de morale ecclésiastique. Ivrognerie, hasard, bagarre, fornication, et parfois aussi propos hérétiques. Pas étonnant que dès le haut Moyen-Âge vinrent des tentatives de limiter ou réguler les auberges. Une des plus anciennes interdictions conservées d'auberges provient de l'an 1039 du prince tchèque Břetislav Ier. Celui-ci publia à Gniezno, actuel Gniezno en Pologne, à l'occasion solennelle, un ensemble d'ordonnances ecclésiastico-étatiques, où entre autres, il est écrit « Celui qui fonderait une taverne, qui était racine de tout mal, et celui qui achèterait une fondée, qu'il soit maudit. » Břetislav considérait les tavernes comme pépinières de crimes. Nommément, il mentionne qu'en proviennent vol, meurtre, fornication et autres malhonnêtetés. Il établit même une peine. Le tavernier, pris en flagrant délit d'exploitation d'auberge, il le faisait attacher à un poteau au milieu de la place du marché et fouetter à coups de verge si longtemps que le sergent s'évanouisse. Cette drastique prohibition, cependant, ne fut apparemment pas très réussie, car les auberges ne disparurent pas, et bientôt, il s'avéra qu'il était en principe impossible de les extirper, comme l'Église l'aurait voulu. Déjà le fait que le prince publia un tel interdit montre combien les auberges gênaient la morale officielle. L'interdit de Břetislav de Plus comptait aussi avec une amende de 300 deniers pour violation. C'était une somme égalant le prix d'un esclave de l'époque. Autrement dit, l'ivrogne risquait de tomber en esclavage, dette ou captivité, à cause de son vice. Le Moyen-Âge ultérieur choisit plutôt régulation que interdiction complète. Comme les villes, l'autorité se rendit compte que les auberges certes menaient au péché, mais étaient aussi source de revenus, par exemple péages et taxes sur bière, loyer du débit, etc., et remplissaient de fonctions sociales. Commencèrent donc à se publier des règlements d'auberge qui établissaient les règles d'exploitation. Certaines règles, nous les avons déjà mentionnées. Par exemple, l'heure de fermeture. Les hostelleries devaient y fermer, au début de la ronde du veilleur de nuit, donc vers 22 à 23 heures. Dans les villes était souvent le soir proclamé le soi-disant interdit des feux, couvre-feu, quand on ne devait plus éclairer avec flammes ouvertes à cause des incendies, et cela signifiait effectivement fin de l'exploitation hôtelière, car sans lumière et feu, l'auberge ne pourrait fonctionner. Dans les villages, certes, le veilleur de nuit n'était pas toujours,
Mais là aussi, le maire veillait à ce que l'aubergiste ne serve pas outre mesure, c'est-à-dire ne vende pas tant aux paysans, qu'ils ne sachent plus où ils en sont, et ne se déclenchent troubles nocturnes. Autre ordonnance fréquente concernait les jeux et paris. Beaucoup de villes publiaient des interdictions de hasard. Dés et cartes ne devaient pas se jouer du tout dans l'auberge, ou seulement à certains moments, et éventuellement pas pour de grosses sommes. Ces dispositions cependant souvent se contournaient. Les historiens trouvent dans les archives des réprimandes répétées aux aubergistes, que chez eux se jouent des jeux interdits. Les hôteliers avaient officiellement obligation de réprimander de tels joueurs et éventuellement les chasser. Parfois était même établi un serviteur municipal qui faisait le tour des auberges et enlevait cartes et dés s'il prenait quelqu'un en flagrant délit de jeu. Les gens cependant étaient inventifs. On jouait silencieusement dans l'arrière-salle, avec guetteurs aux portes, où on faisait semblant de juste compter les prières, avec des grains de chapelet, bien qu'il s'agisse de dés secrets. Le hasard donc ne disparut pas complètement. En hiver, quand il n'y avait rien à faire, on jouait simplement encore, juste un peu plus secrètement. L'église depuis les Chères tonnait contre l'ivrognerie. Les ivrognes étaient cibles fréquentes de sermons. La littérature médiévale les représentait comiquement et avec avertissement, par exemple dans les contes, de moines désobéissants ou blasphémateurs qui succombaient à l'alcool. Les prêtres interdisaient aux fidèles de boire jusqu'à perdre connaissance et dépenser dans les auberges l'argent qui devrait plutôt aller à l'aumône. En certains lieux même, les représentants ecclésiastiques excommuniaient ou amendaient les paroissiens qui étaient connus flamands. Il se conserve par exemple une ordonnance qu'en une certaine ville le prêtre interdit à ses paroissiens d'aller dans les hostelleries sous peine de non-administration de sacrements, avec justification qu'ils y dépensent l'argent et s'exposent au péché. Bien sûr, l'efficacité de telles interdictions était discutable. Plutôt par là, l'Église sapait sa popularité. Les gens ordinaires ne se laissaient pas enlever l'auberge. Comme le nota venimeusement Aeneas Silvius Piccolomini, futur pape Pie II, qui visita la Bohême au XVe siècle, le peuple de tout le royaume est adonné à l'ivrognerie. Même si c'était exagéré, cela exprime que l'hostellerie était partie intégrante de la vie, et quelques réprimandes spirituelles n'y changeaient pas grand-chose. Autre domaine de régulation était le contrôle de qualité et monopole. L'autorité veillait à ce que l'aubergiste ne verse pas de bière étrangère, ou même ne brasse pas secrètement la sienne, s'il n'en avait pas le droit. En beaucoup de régions, la brasserie locale ou seigneurie avait en effet le droit de propination, donc droit exclusif de fournir bière aux auberges. Le tavernier ne devait tirer que bière achetée à son seigneur. S'il vendait la concurrence ou brassait au noir, lui menaçait dur châtiment. Le maire ou fonctionnaire seigneurial donc parfois visitait l'auberge et goûtait la bière, non seulement pour la mesure, mais aussi pour la qualité. Frauder la bière avec eau était autre vice. Les aubergistes cupides parfois diluaient le tonneau avec eau ou mélangeaient vieille bière éventée avec fraîche. Si l'hôte s'en apercevait, il avait le droit de se plaindre. Certaines communes même donnaient droit aux hôtes de verser bière malhonnête sur la tête de l'aubergiste, tant on veillait à bonne mesure et qualité. Tout cela s'appliquait bien sûr toute l'année, pas seulement en hiver, mais en hiver il y avait peut-être plus de surveillance, car les gens avaient moins de travail aux champs et plus de temps pour surveiller leurs voisins. Et puis il y avait le domaine du crime. L'auberge pouvait servir de refuge aux voleurs et escrocs. Pas pour rien, en certaines langues, le mot auberge évoquait quelque chose de louche. Les bandes de voleurs se réunissaient dans les tavernes écartées, où elles s'entendaient sur leurs expéditions, partageaient leur butin ou le vendaient aux receleurs. Certains aubergistes roulaient avec eux, cachaient marchandises volées dans la cave et en facilitaient la revente ultérieure en échange d'une part. De telles auberges avaient alors parmi les gens réputation de repères dangereux, où l'honnête homme préférait ne pas mettre le pied. Bien sûr, cela ne s'appliquait pas de loin à toutes les auberges. En réalité, la plupart des tavernes médiévales étaient exploitées assez honnêtement. Les propriétaires étaient de commerçants, qui payaient impôts et voulaient gagner leur vie pour leur famille. Mais il suffisait de quelques cas, et l'étiquette de lieu pêcheur collait à toutes.
Dans l'effort de renforcer l'ordre, les aubergistes parfois se regroupaient en confréries, ne pas confondre avec les corporations bachiques d'hôtes. Par exemple, à Prague, existait depuis le XIVe siècle la confrérie des taverniers, qui regroupait les débitants sous surveillance de la ville. Ils avaient dit même leur blason, écus aux baguettes croisées sous couronnettes, et ensemble veillaient à leurs intérêts. C'était le germe d'une sorte d'organisation corporative, bien que formellement plutôt confrérie. Ils veillaient par exemple au respect des prix de bière, à ce que l'hôtelier nouvellement arrivé, et l'autorisation appropriée du conseil municipal, etc. Cela aussi était un moyen d'introduire règles dans l'entreprise hôtelière. Regardons aussi les spécificités de l'exploitation hivernale du point de vue des ordonnances. En hiver, par exemple, on exigeait plus rigoureusement que les auberges ne dépassent pas le couvre-feu, car la longue nuit incitait aux bombances. Aussi l'Église avait en temps hivernal, surtout pendant l'Avent et période de jeûne, surveillance plus stricte. Par exemple, le jour de Noël, il était interdit de traîner dans les auberges longtemps dans la nuit, car les gens devaient y participer à la messe de minuit. Pareillement à l'époque du carême avant Pâques, qui commençait avec le carnaval, donc fin d'hiver, le divertissement d'auberge était officiellement atténué. Bien sûr, dès que le carême finit, ça redémarra de nouveau. Quand malgré tout il y eut un pépin, par exemple dans l'auberge il y eut crime, c'était un problème aussi pour l'aubergiste. Si dans sa taverne se passait meurtre ou vol, il pouvait être inquiété pourquoi il ne l'avait pas empêché. En certaines villes, l'hôtelier portait responsabilité de ce qui se passe dans sa maison. Cela motivait beaucoup à la collaboration avec l'ordre. Les aubergistes fonctionnaient aussi comme informateurs, qui signalaient au maire les éléments suspects. Imaginons la situation. Dans l'auberge arrive une bande d'étrangers bizarres, ils dépensent beaucoup d'argent, sortent des anneaux d'or. L'aubergiste dresse l'oreille et préfère le lendemain dire au maire qu'il a soupçon de voleur. Peut-être ont-ils dévalisé un marchand plus loin. Par là, il s'assura la faveur des autorités, et en même temps dissuada les voleurs de visiter son établissement la prochaine fois. Nous ne devons pas omettre la surveillance morale. En certaines villes, le curé ou ses mandatés allaient dans les auberges blâmer les fidèles qui y traînaient longtemps dans la nuit, et les exhorter à rentrer chez eux, à leur famille. Si les fidèles le prenaient à cœur, c'est une question. Souvent, apparemment non. Mais l'Église n'abandonnait pas. L'argument favori était la menace de l'enfer et caricature de l'auberge comme antichambre d'enfer. Dans les sermons médiévaux se décrivent des scènes où le diable s'assoit sur le tonneau dans l'auberge et inscrit les âmes des ivrognes dans son livre. Chaque verre vidé, paraît-il, était comme un clou dans le cercueil du salut de l'intéressé. Même de tels avertissements bariolés, cependant, ne détournaient pas les bohémiens et moraves de la chope. Au milieu de toutes ces interdictions et menaces, les auberges même en hiver continuaient à vivre leur vie. Finalement, même beaucoup des couches supérieures se rendaient compte que complètement sans auberge, cela n'irait pas. Par exemple, les nobles souvent avaient eux-mêmes leurs propres auberges dans leur seigneurie et en tirèrent des profits non négligeables. Il était dans leur intérêt que les gens aillent dans les auberges et y dépensent, mais avec raison. Un tel seigneur pouvait d'un côté publier ordre que les paysans ne doivent pas traîner dans la taverne les jours ouvrables pendant le temps de travail, pour ne pas bâcler la corvée. Mais en même temps, leur ordonna qu'ils doivent acheter bière seulement dans sa brasserie seigneuriale, donc soutenir ses revenus. En Moravie orientale par exemple, les baillis, représentants publics dans les villages, recevaient le droit de débit automatiquement avec la charge. Ils avaient obligation d'exploiter auberges et tirer bière seigneuriale. L'auberge était ainsi aussi instrument de contrôle. Les paysans se réunissaient sous surveillance du bailli dans son auberge, où du même coup, ils apprenaient les ordres seigneuriaux. Les soirées d'hiver dans une telle auberge alors n'étaient pas qu'au sujet de libre divertissement, mais aussi de politique et administration de la commune. Cette symbiose de divertissement et contrôle montre que les auberges devinrent progressivement institutions que la société acceptait, bien qu'avec réserve. Des tavernes d'abord peut-être clandestines se développèrent des établissements officiels avec licence, registres et règles. Les vices en eux bien sûr ne disparurent pas. Ivrognerie,
bagarres et péchés de chair appartiennent à la nature humaine. Mais le cadre dans lequel ils se déroulaient était de plus en plus clairement délimité. Au résultat ainsi, l'auberge médiévale restait ce port d'accueil chaleureux dans la tempête hivernale, juste avec cette différence qu'au-dessus d'elle veillait l'œil de l'autorité et Église, et parfois fermait les yeux, quand il le fallait. Et ainsi, quand la nuit s'inclina et la dernière chandelle s'éteignit, l'auberge hivernale se tut. Les hôtes fatigués se dispersèrent dans leurs foyers froids, certains titubaient, d'autres se chantonnaient dans l'obscurité. L'aubergiste éteignit le feu. Souvent, il devait respecter l'ordonnance d'extinction du feu la nuit, pour qu'il n'y ait pas d'incendie par hasard. Dans la pièce, il fit rapidement froid. Seulement quelques dormeurs, qu'il laissa coucher sur le banc, ronflottaient emmitouflés dans leurs manteaux. Et l'hôtelier avec sa famille pouvait enfin aussi aller se coucher pour quelques heures. Le matin l'attendait de nouveau allumé dans la cheminée, balayé cendres et restes de paille pleines d'ordures, ce qui se faisait plusieurs fois par an. Le Moyen-Âge connaissait le concept de étendre de la fraîche jonchée, c'est-à-dire changer le roseau de sol, pour que l'auberge ne sente pas complètement insupportable. Bref, le cycle de vie d'aubergiste continuait. Hiver pas hiver. L'histoire de l'auberge médiévale en hiver nous paraît peut-être comme lointaine histoire pleine de romantisme et rudesse. Pourtant elle a étonnamment beaucoup en commun avec le présent. Le désir de chaleur, bonne nourriture, boisson et société est éternel. Le monde d'aujourd'hui s'est certes changé. Nous avons chauffage central, réfrigérateur, électricité et Internet. Mais le principe qui fonctionnait déjà au Moyen Âge demeure. Quand dehors siffle le gel, les gens se réunissent, volontiers, dans un établissement douillet, pour se réchauffer et s'amuser. Les auberges et restaurants modernes sont descendants directs de celles médiévales. Mais quoi de plus? Beaucoup de nos coutumes ont racine justement dans ces temps anciens. Par exemple, le toast pour confirmer accord. Qui de nous ne s'est entrechoqué en célébrant la conclusion d'affaires ou contrat? C'est en fait cet accord médiéval. Ou la coutume d'aller prendre un verre avec amis après travail. Déjà nos ancêtres, après labeur de toute la journée, se dirigeaient après travail, au débit, comme l'attestent les comptes rendus d'époque. En hiver, nous nous réunissons encore aujourd'hui pour vin chaud ou grog au marché de Noël, ce qui est continuateur direct des boissons épicées médiévales, qui réchauffaient corps et esprits. Et que dire de la chaleur de cheminée? Combien d'auberges modernes et chalets attirent un client sur séjour près de la cheminée? C'est un paradoxe. Aujourd'hui, nous avons chauffage sophistiqué. Mais malgré tout, ça nous attire vers le vrai feu, vers les flamèchés qui créent atmosphère douillette. Peut-être en nous sommeil souvenir des aïeux, qui s'asseyaient autour du foyer et se racontaient histoire, tandis que dehors rageait la tempête. Beaucoup d'auberges historiques ont survécu au siècle. Certaines hostelleries européennes fonctionnent encore aujourd'hui et se targuent du titre fondé au XIVe siècle, etc. Même en Tchéquie, nous avons des tavernes anciennes, même si par exemple reconstruites. Quand dans une telle auberge vous entrez aujourd'hui en hiver, peut-être sur vous souffle magie des vieux temps. Bois massif, murs épais, petites fenêtres, et quelque part dans le coin lanterne de style ou chope d'époque. Aujourd'hui c'est décoration de style, autrefois nue nécessité. Beaucoup de restaurants modernes s'inspirent aussi du Moyen-Âge, voire banquets médiévaux appréciés pour touristes, où la nourriture se sert sur plat de bois, joue musique d'époque et personnelle, parle rude, parler des anciens valets. Ces attractions montrent que l'auberge médiévale nous fascine. Bien sûr, ces versions idéalisées. En réalité, dans vraies tavernes médiévales, nous gênerait probablement fumée, saleté et promiscuité. Mais l'idée romantique de vin de miel chaud près du feu au son du luth est forte. Il est bon de se rendre compte combien nous avons progressé en confort. L'auberge d'aujourd'hui a éclairage électrique, ventilation, nappe propre et table séparée. Nous avons standard hygiénique, quelque chose qui aurait certainement réjoui Eustache Deschamps en 1397,
S'il avait soupé chez nous, aujourd'hui, quand nous voulons gîte, nous réservons chambre chauffée, avec lit propre. Nous ne devons pas nous allonger sur banc près de cheminée avec voyageurs étrangers dans les bras. Pourtant le phénomène auberge remplit encore toujours sa fonction de base, ses lieux de rencontre. Elle était restée ce salon public, comme on disait parfois, espace où peuvent se rencontrer diverses gens, bavarder, manger et passer ensemble du temps. En hiver, surtout, nous ressentons besoin de ne pas rester seuls. Tout comme les villageois médiévaux fuyant des chaumières froides dans la taverne chauffée par mes voisins, nous aussi volontiers sortons de nos foyers isolés dans cafés, salons de thé ou auberges, où c'est vivant. Et les valeurs d'hospitalité ? Le mot auberge et hostellerie sont dérivés d'hôte. Pendant des siècles s'applique le principe que l'hôte sous le toit est bienvenu et sera soigné. Cette idée a racine peut-être jusqu'à ces anciennes coutumes tribales, quand c'était péché de laisser voyageurs gelés dehors. Les hôtels et pensions d'aujourd'hui le font pour argent. Mais ce principe, s'occuper de l'arrivant, reste noble. Et en situation de crise, par exemple, quand quelque part des gens restent dits bloqués dans calamité neigeuse, combien de fois il arrive que l'auberge locale ou maison de culture leur ouvre porte comme asile, exactement dans l'esprit des vieilles traditions. Quand aujourd'hui nous entrons en hiver dans agréables auberges, où crépite feu dans poêle et sur table embaume vin chaud, nous pouvons avec sourire nous souvenir du long chemin que nous avons parcouru depuis les temps où la même chose signifiait salut devant engelure. Notre hochement de tête admiratif va à tous ces aubergistes médiévaux anonymes, qui parvenaient dans conditions difficiles à créer de l'auberge îlot de chaleur, satiété et joie. Grâce à eux, beaucoup de pèlerins vécurent jusqu'au matin. Grâce à eux, les villageois ne devinrent pas fous du long hiver, et peut-être grâce à eux, naquirent aussi certaines merveilleuses histoires et chansons, qui se transmirent ensuite. Alors donc, quand parfois, par froide nuit d'hiver, vous serez assis dans bar douillet ou salon de thé, et dehors tombera neige, rendez-vous compte que vous vivez quelque chose que l'humanité fait déjà depuis des siècles entiers. Vous partagez chaleur et société pour surmonter obscurité et froid, et en cela il y a morceau de notre héritage culturel. Merci d'avoir visité avec moi aujourd'hui l'auberge médiévale et vécu cette histoire hivernale. Si la vidéo vous a plu, je serai content si vous lui donnez un like et la partagez avec vos amis. Et je me réjouirai encore la prochaine fois de vous revoir lors d'une autre pérégrination dans l'histoire. À votre santé et tenez-vous au chaud.